Au-delà de ça, on peut même l'aide intergénérationnelle. On peut même inverser l'argument. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que ça n'explose pas alors qu'il y a de profondes tensions intergénérationnelles qui sont évidentes dans le monde du travail, dans le monde des médias, dans le monde de la presse, dans le monde de l'écriture et de la pensée, où à l'évidence, on ne pense pas pareil, on n'est pas effectivement dans le même monde véritable de ce qui se passe aujourd'hui. La raison pour laquelle ça n'explose pas, c'est d'une part le fait que jamais les plus dominés ne se sont jamais rebellés contre une situation qu'ils subissent. Non, mais c'est un argument. C'est la conscience de classe. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, la société française, comme la société italienne et espagnole, vivent sous l'effet d'un puissant analgésique qui est la solidarité intergénérationnelle. Il n'y aurait pas ce soutien des familles. Il n'y aurait pas ce soutien des familles. La situation des jeunes aujourd'hui serait littéralement intenable, inacceptable et insupportable. Le suicide des jeunes a massivement augmenté au cours des 30 dernières années. Le taux de suicide des 50 ans n'a jamais été aussi faible. Le taux de suicide à 60 ans n'a jamais été aussi faible de toute l'histoire de la mesure du phénomène. Non, ça c'est une illusion totale sur le taux des suicides. C'est absolument, parce que c'est la première cause de mortalité ou la deuxième cause de mortalité des jeunes, donc ça apparaît massivement. Mais du point de vue des personnes très âgées, le taux de suicide est très important, mais c'est pas la cause de mortalité. Sur les nouveaux chiffres, la situation avec le taux de suicide à 60 ans n'a jamais été aussi faible depuis qu'on le mesure. Le taux de suicide des jeunes de 30 à 40 ans a connu une expansion considérable. Il y a des spécialistes de cette question-là. Renseignez-vous sur cette question-là. Il se trouve que la situation actuelle et le fait qu'il y a une violence intériorisée. Il faut prendre un peu de recul sur cette question. Là, le recul international est utile. Le schéma, c'est l'analyse de Cécile Van de Velde, sociologue, le schéma d'entrée dans la vie est très variable, d'entrée dans la vie adulte est très variable en fonction des pays en Europe. Il y a grosso modo 3 manières d'entrer dans l'âge adulte qui correspondent aux 3 modèles d'État-providence. Il y a un modèle grosso modo latin, où effectivement c'est la famille qui aide à entrer dans l'âge adulte, le Sud. Il y a un modèle nordique, où c'est l'État qui aide à entrer dans l'âge adulte. Dans les pays du Sud, départ de domicile parental, 27-28 ans. Dans les pays du Nord, départ du domicile familial, 20 ans. Nous sommes en France dans une situation intermédiaire, en France et en Allemagne, où le départ est environ de 23 ans et où nous avons un mixte État-famille. Donc on peut dire effectivement que c'est dégueulasse que la famille s'occupe des enfants. On peut dire que l'État n'en fait pas assez, parce que le modèle est mixte. Et donc c'est cette texture particulière qu'il faut envisager. Entre les familles qui peuvent aider et celles qui ne peuvent pas. Lorsque votre père est silicosé à Bully-les-Mines dans le Nord-Pas-de-Calais, vous croyez que l'aide peut être comme dans le 7e arrondissement? Quel projet de société va derrière cette aide familiale? Qu'est-ce que nous proposons aux nouvelles générations, sinon de dépendre pendant des années et des années de leur famille? La société salariale permettait de gagner soi-même son propre argent dès l'âge de 20 ans, 25 ans, d'avoir sa place, son statut et de se construire soi-même. La nouvelle société que l'on propose est une société de dépendance où les jeunes vivent au crochet de leurs parents jusqu'au moment où ils peuvent tenir et ensuite voir la violence. L'image du Tanguy est un mythe sociologique. L'image du Tanguy est un mythe sociologique. J'aimerais juste dire que parce que je me suis intéressée à ces chiffres de suicide justement. Il se trouve que la catégorie qui se suicide le plus, ce sont les plus âgés. Et ça a toujours été le cas. Et que la deuxième catégorie maintenant à se suicider le plus, c'est les 50 ans justement. Donc c'est drôle, j'ai exactement les chiffres inverses aux vôtres. Chacun vérifiera sur Internet. Juste, on a parlé à une époque d'une parenthèse. Un travail il y a une dizaine d'années qui montrait effectivement l'expansion du taux de suicide chez les 40-50 ans, une augmentation de génération en génération, où chaque nouvelle génération née après 1950 est plus suicidaire que la précédente, et un effondrement des taux de suicide entre 55 ans et 70 ans, c'est-à-dire des jeunes seniors d'aujourd'hui qui jamais n'ont c'est l'âge où on mérite. C'est l'âge où on est libéré du travail grâce à la retraite. C'est l'âge où effectivement on cumule aujourd'hui, pas demain, on cumule aujourd'hui les avantages du socialisme, la retraite pleine. Les nouveaux jeunes retraités d'aujourd'hui sont les premières générations à bénéficier d'une retraite pleine. Les autres ont travaillé toute leur vie. C'est complètement réducteur ce que tu racontes. C'est complètement réducteur. Ils ont bénéficié en plus de l'acquisition du logement à bon marché. Il y a une diversité considérable. On ne peut pas dire d'un côté il y a les malheureux jeunes et faire du misérabilisme, et de l'autre côté il y a les nantis, les seniors, il faut taper dessus. C'est complètement réducteur. Alors je vous invite à regarder, Anne-Marie, il y a ce reportage est passé sur aux 20h de France 2 où on voit des retraités qui n'ont jamais été aussi jeunes
pauvres et, nous dit-on, aussi riches. Regardez. Mais bien sûr, il y en a. Mais il y a aussi une grande... La plupart sont retraités mais pas encore rangés. À les voir danser, on se dit que leur retraite est riche, en tout cas plus que celle de leurs enfants. Certainement. Certainement des meilleures retraites que nos enfants et nos petits-enfants. Et je suis consciente que nos enfants auront beaucoup plus de mal que nous. Les retraités d'aujourd'hui sont plus aisés que leurs enfants. Chez les hommes, un retraité perçoit en moyenne 1 617 € par mois de pension, soit 4 € de plus que le salaire moyen d'un actif. Pour les femmes, c'est l'inverse. Elles touchent en plus en travaillant qu'à la retraite. Tout revenu confondu, le niveau de vie des retraités est supérieur de 6% à celui des actifs. Pour équilibrer le financement des retraites, une des hypothèses serait de taxer certaines pensions. Moi, ça ne m'intéresse pas de donner davantage. Que les jeunes, ils voient leur avenir. Moi, j'ai bossé, j'ai casqué, moi, pour avoir une retraite correcte. Harmoniser la CSG. Aujourd'hui, les salariés sont taxés à hauteur de 7,5%, les retraités imposables de 6,6%. Les alignés rapporteraient 5 milliards d'euros, selon un club de réflexion proche du PS. L'idée est d'aligner les retraités aisés sur les actifs et bien évidemment de ne pas toucher aux petites retraites. Dans le concert d'idées pour réformer les retraites, cette piste n'a pour l'instant été retenue par personne. Alors cette parenthèse enchantée, on dirait, entre, on va dire, la présidence de Valéry Giscard d'Estaing, où le niveau de vie des retraités a monté jusqu'à 2018, on va dire, c'est une parenthèse qui se referme. Jamais les retraités ne seront plus aussi jeunes et aussi riches. Depuis 2003, le rendement des retraites baisse. Les personnes qui prennent maintenant leur retraite, si elles n'ont pas la durée d'assurance requise, vont avoir des pensions très largement écornées. Avec les décotes. Depuis 2003, il y a des décotes. Ça commence déjà. Et depuis 2003, il y a le plein effet de la réforme Balladur qui a considérablement réduit le rendement des retraites. Donc, c'est tout à fait vérifié. Et là, le mythe, on nous donne le mythe américain des greedy retraités qui mangent la laine sur le dos des jeunes. Greedy, c'est dans le sens rapace. Voilà. Et là, vraiment... on pourrait faire le même reportage dans des chambres de bonne où on voit des vieux avec leur panier de courses et qui ont 500 € il y a une pour vivre, grande inégalité dans le niveau de vie des retraités, beaucoup plus grande que dans le niveau de vie des autres catégories d'âge. Donc la moyenne est plus élevée, mais ça n'a vraiment aucun sens de prendre des moyennes pour les plus âgés. Ça a d'autant moins de sens de faire des moyennes qu'effectivement, il existe en plus un aspect central, le patrimoine. La chose importante dans la société française aujourd'hui, c'est de moins en moins le salaire. Le salaire permet de moins en moins de se loger. Les gens qui se logent aujourd'hui sont de plus en plus souvent des héritiers qui ont bénéficié de la transmission de leurs parents ou bien de leurs défunts. C'est simplement un parcours de vie. Non, ce n'est pas le parcours de vie, c'est la progressive transformation. Tu as évidemment hérité de quelque chose. C'est inacceptable d'hériter. C'est inacceptable de tenir des propos selon lesquels rien n'a changé au cours des 10 dernières années. L'acquisition... J'ai jamais dit que rien n'avait changé. J'ai dit qu'au contraire, tout avait changé. N'a jamais été aussi difficile à partir de zéro. Dans les années 70, en tant qu'instit, vous commenciez à 19 ans, dès l'âge de 25 ans, vous étiez totalement autonome et vous pouviez vous loger vous-même. Les temps ont changé. Les temps ont changé pour les seniors. Les gens qui bénéficient d'un logement dans le 7e arrondissement, acheté ou hérité, effectivement, ont bénéficié d'une multiplication. Ils ont multiplié par 3 en 20 ans leur patrimoine. Parti d'une situation relativement modeste avec un sympathique appartement à 1 million d'euros, ils sont passés à 3 millions d'euros. C'est l'idéologie. Je voudrais juste dire, d'une façon, est-ce qu'on peut simplement dire ces choses-là d'une façon calme ? Parce qu'il n'y a pas besoin de s'exciter. Essayons de... La guerre des générations, c'est aussi l'idée que dès qu'on dit un chiffre, c'est la mise en accusation de tout le monde. Il y a des effets de transfert qui se sont produits. Ce que tu viens de dire, on peut le dire d'une façon simple en disant, effectivement, lorsqu'on regarde la part du patrimoine, le glissement, le patrimoine français, il a glissé en 30 ans vers les générations les plus âgées. Ce n'est pas une accusation, mais c'est un fait. C'est une réalité que j'entends dénier autour de ce plateau. Si tu peux juste laisser finir. J'entends un déni. Si tu peux juste, pour une fois, l'expérience de voir ce que ça fait, laisser finir les autres. Bon. C'est un fait. Bon, à partir de là,
il n'y a pas besoin de mettre qui que ce soit en accusation. Mais il y a aussi le besoin de dire que dans les grandes évolutions de cette société, si on ne traite pas ces problèmes, que ce soit celui de la retraite, que ce soit demain celui de la dépendance, sur une longue période, très en amont, en posant de façon simple, claire, sans agressivité les choses, alors on n'a aucune chance d'arriver à une solution de consensus. Qu'est-ce qui se passe ? On fait l'évitement, on met le sujet et on se retrouve 5 ans plus tard chez TADI en train de dire c'est affreux, c'est les déficits, c'est l'urgence, il faut qu'on décide. Tous les sujets dont on parle, c'est des sujets qui étaient clairs il y a 20 ans. Et qu'est-ce qu'on a fait pour les traiter ? Pas forcément rien, vous êtes dur, mais pas grand-chose. Donc, parce qu'il fallait. Là, je crois que le principe de base pour éviter la guerre entre générations, c'est précisément de dire les choses, d'accepter les faits, d'accepter les moyennes, de savoir qu'effectivement, les moyennes aucun individu, aucun n'est réductible à la moyenne, mais que globalement, lorsqu'on traite des affaires de l'État, lorsqu'on traite des grandes décisions publiques, lorsque l'on prend les grands choix de société, effectivement, c'est à travers des décisions générales et des moyennes qu'on essaye de trouver des équilibres. Aujourd'hui, ce que les jeunes ressentent, c'est que non seulement c'est très compliqué, d'ailleurs personne n'est capable de dire exactement où va finir cette réforme. Mais ce que les jeunes ressentent, et ça ils le ressentent clairement, c'est que premièrement, les jeunes, oui, enfin ceux dont la retraite, dont le problème de la retraite se pose dans 20, 30, 30 ans, 40 ans. Mais voilà. les jeunes, je n'ai pas dit la jeunesse dans et les vieux, et les jeunes, et les gens. Alors j'oublie les jeunes, les ceux dont la retraite se jouera dans 30 ans, eh bien ces jeux-là, ils savent qu'ils seront moins bien traités que leurs parents. Bon. Et ils savent qu'ils travailleront plus longtemps. Bon, ça, c'est ils savent qu'ils sont moins nombreux aussi, mais est-ce que ça n'est pas la faute de leurs parents, justement, de les avoir fait moins nombreux ? Oui. Enfin, c'est surtout que l'augmentation de la demande sociale de leurs parents s'est faite sans tenir compte de leur évolution à eux. Et qu'aujourd'hui, on demande à un nombre réduit. Tout se résume à un chiffre, pardon, et j'arrête là, c'est sur la moyenne. Il y avait, dans les années 60, 50, il y avait 4 actifs pour un retraité. Donc, lorsqu'on parle de régime par répartition, c'était le produit de 4 personnes qui finançaient un retraité. Aujourd'hui, c'est moins de 2. Mais c'est parce que les gens des années 60 ont fait moins d'enfants que ceux des années 40. Oui, et ils ont une deuxième chose, c'est qu'ils ont vécu plus longtemps. En plus, mais attendez, c'est parce qu'on laisse à la porte les moins de 25 qui ont un taux d'emploi inacceptable en France et très en dessous de la moyenne européenne. Absolument. Et c'est parce qu'on laisse à la porte des entreprises ou qu'on les met de côté les seniors. Donc, si on met tous ces actifs potentiels qui devraient être sur le marché du travail et qui n'y sont pas, si on les mettait en emploi, ils ne font qu'y aspirer. C'est 2 problèmes différents. Nous aurions une solution beaucoup plus équitable au problème des retraites. Bon.